En 2003, un homme que le monde entier connaissait pour sa puissance, sa domination et sa réussite absolue, se retrouvait dans une situation que peu auraient imaginée. Mike Tyson, ancien champion du monde poids lourd, déposait le bilan. 30 millions de dollars de dette. Ce chiffre choque, mais ce qui dérange vraiment, c'est ce qui l'entoure. Car au cours de sa carrière, Mike Tyson avait gagné plus de 300 millions de dollars. Alors comment est-ce possible? Comment peut-on accumuler une telle somme et pourtant tout perdre? Cette histoire n'est pas seulement celle d'une célébrité déchue. Elle est le reflet d'un problème beaucoup plus profond. Un problème que nous partageons presque tous, à différents niveaux. Car l'argent occupe une place centrale dans nos vies. Il influence nos décisions, nos ambitions, nos peurs, parfois même notre identité. Et pourtant, malgré cette importance, très peu d'entre nous ont réellement appris à comprendre l'argent. Aujourd'hui, les États-Unis enregistrent le niveau de dette de carte bancaire le plus élevé de leur histoire. Et ce phénomène ne se limite pas à un seul pays. Le Royaume-Uni, le Canada, l'Europe, partout, les chiffres racontent la même histoire. Une histoire simple, mais inquiétante. Nous gagnons de l'argent, mais nous ne savons pas quoi en faire. Ou plutôt, nous savons très bien le dépenser, mais nous comprenons mal ce qui se passe ensuite. Avant de penser que ces statistiques ne te concernent pas, prends un instant. Pense à ta propre relation avec l'argent. Quand il arrive dans ta vie, combien de temps reste-t-il vraiment? As-tu déjà eu cette sensation étrange, presque frustrante, de travailler dur, d'être payé, puis de voir cet argent disparaître sans même t'en rendre compte? As-tu déjà ressenti une forme de vulnérabilité financière? Une période où la peur de manquer t'a poussé à envisager des solutions rapides, des promesses trop belles pour être vraies, des discours qui te faisaient croire qu'il existait un raccourci vers la sécurité ou la richesse. Si ces situations te parlent, sache une chose. Tu n'es pas faible, tu n'es pas irresponsable, tu es humain. Et ton cerveau n'est pas naturellement programmé pour gérer l'argent de manière rationnelle et sereine. C'est précisément pour cela que gagner plus d'argent ne résout pas toujours le problème. Beaucoup de personnes gagnent très bien leur vie. Certaines gagnent même énormément d'argent. Et pourtant, à la fin de l'année, il ne leur reste rien. Alors posons la vraie question. Où est la rupture? Où se situe le problème? Pour y répondre, il faut revenir à quelque chose de fondamental. Qu'est-ce que l'argent, réellement? Quand tu achètes un objet, quand tu es payé pour ton travail, qu'est-ce que cet échange représente? On nous dit souvent que l'argent est un moyen d'échange. Un outil qui permet d'acheter et de vendre. Mais cette définition est incomplète. Elle décrit la fonction de l'argent, pas sa signification. Une manière plus juste de voir l'argent est de le considérer comme une expression de valeur. Tu échanges une somme d'argent contre quelque chose parce que tu estimes que sa valeur est équivalente à ce que tu donnes. Même si le prix est fixé par le marché, le principe reste le même. L'argent représente de la valeur perçue. Et cette idée change profondément notre regard sur lui. Car lorsque nous oublions cela, nous donnons à l'argent une dimension morale. Nous le jugeons, nous le craignons, nous le diabolisons. Nous avons tous entendu cette phrase. L'argent est la racine de tous les maux. Nous regardons les personnes riches avec suspicion. Nous imaginons qu'elles ont forcément pris quelque chose aux autres. Et rarement, nous nous demandons quelle valeur a été créée pour générer cette richesse. Comprendre que l'argent est une expression de valeur permet de comprendre une chose essentielle. L'argent n'est ni bon ni mauvais. Il ne rend pas quelqu'un immoral. Il amplifie simplement ce qui est déjà là. Il ouvre des possibilités. Il élargit les choix. Ce que tu fais avec cet argent dépend de tes valeurs, de tes décisions, de ta relation intérieure avec lui. Mais cette compréhension, à elle seule, ne change pas la situation de quelqu'un qui vit de salaire en salaire. Elle ne fait pas disparaître les dettes. Elle n'apaise pas immédiatement l'anxiété financière. Alors, quelle est la prochaine étape? La vraie question devient alors, quelle est ta relation avec l'argent? L'argent entre dans ta vie, puis il en sort. Cette relation peut être observée de manière très simple. Ce que tu produis et ce que tu consommes. Pour la majorité des gens, l'argent entre grâce au travail. Il sort à travers la consommation. Logement, nourriture, transport, abonnement, loisirs, distraction. Et d'une certaine manière, la valeur nette d'une personne reflète l'équilibre entre ce qu'elle produit et ce qu'elle consomme. Revenons un instant aux chiffres. Une immense majorité de travailleurs vivent de salaire en salaire. Mais ce qui dérange le plus, c'est que même parmi ceux qui gagnent très bien leur vie, une part non négligeable se retrouve dans la même situation. Quand ton revenu dépasse largement le coût de la vie moyen et que tu dépenses malgré tout chaque euro, le problème n'est plus le salaire.
le problème est la consommation. C'est exactement ce qui explique pourquoi tant de célébrités, d'athlètes ou de gagnants de loterie finissent ruinés. Leur capacité à produire de l'argent était immense, mais leur relation à la consommation était destructrice. Produire davantage n'a aucun sens si chaque euro gagné est immédiatement dépensé. On parle souvent de la course de rats, on l'associe au travail classique, au fameux 9 à 5. Mais cette vision est trompeuse. La véritable course de rats n'est pas le travail. C'est vivre constamment sur le fil. Être à un imprévu de l'effondrement. Avoir l'impression que l'argent disparaît dès qu'il arrive. Et plus les responsabilités augmentent, plus cette situation devient dangereuse. Dans cet état, le travail cesse d'être un choix. Il devient une nécessité, une obligation pour maintenir un style de vie ou rembourser des dettes. La moindre perturbation peut tout faire basculer. Un licenciement, un problème de santé, un accident. Et soudain, tout s'écroule. Comme le disait une célèbre phrase, les choses que tu possèdes finissent par te posséder. La bonne nouvelle, c'est que ce cycle n'est pas une fatalité. La première étape est toujours la prise de conscience. Comprendre son comportement en tant que consommateur. Et cela passe par quelque chose de simple, mais profondément inconfortable. Regarder ses dépenses, les écrire, les classer, non pas pour se juger, mais pour se comprendre. Ce moment est difficile parce que notre cerveau cherche à éviter les informations négatives. En finance comportementale, on appelle cela l'effet autruche. Ce réflexe qui nous pousse à ne pas regarder notre compte bancaire après une dépense excessive. Mais une fois cette étape franchie, quelque chose change. Le contrôle devient possible. C'est là qu'intervient le budget. Non pas comme une contrainte, mais comme une décision consciente. Décider à l'avance comment ton argent sera utilisé. Vivre en dessous de ses moyens n'est pas une punition. C'est une stratégie, une manière de créer de l'espace, de la sécurité, de la liberté. Avant même de penser à investir, il est souvent recommandé de constituer un fonds d'urgence. 3 à 6 mois de dépenses, non pas pour s'enrichir, mais pour respirer, pour sortir de cette sensation permanente de danger financier. Alors pourquoi tant de personnes choisissent-elles malgré tout de vivre au-delà de leurs moyens? La réponse est psychologique. Notre cerveau est rempli de biais. Nous privilégions le plaisir immédiat à la sécurité future. Nous imitons le comportement des autres. Nous cherchons l'approbation sociale. Aujourd'hui, cette pression est amplifiée par les réseaux sociaux. Nous ne comparons plus nos vies à celles de nos voisins, mais à des milliers d'images soigneusement sélectionnées. La vraie question devient alors, cherches-tu à avoir l'air riche ou à être réellement en sécurité financière? La course de rats n'est pas le travail. C'est la dépendance permanente à la prochaine rentrée d'argent. Et tant que cette relation à la consommation n'est pas corrigée, aucune augmentation de revenus ne changera durablement la situation. Une fois cette base posée, seulement alors, la question de produire davantage de valeur peut être abordée sereinement. Produire ne signifie pas forcément créer une entreprise. C'est comprendre ce que tu peux apporter au monde, à petite ou grande échelle. Un emploi est une forme de production, mais ce n'est pas la seule. Internet a ouvert des possibilités inédites pour produire de la valeur à grande échelle. Créer, transmettre, résoudre des problèmes. L'argent revient toujours à la même chose. La valeur perçue. Plus tu crées de valeur, plus tu peux en capter une partie. Mais cette production n'a de sens que si elle repose sur une relation saine à l'argent. Une consommation maîtrisée. Une conscience de ses propres biais. Comprendre l'argent, ce n'est pas devenir obsédé par lui. C'est l'intégrer comme un outil. Ni un ennemi, ni un sauveur. Simplement un miroir de nos choix, de nos peurs et de nos priorités. Et si cette vidéo t'a permis de voir ton rapport à l'argent différemment, alors elle a déjà rempli son rôle. Avant de te laisser, j'aimerais te demander quelque chose. Si ce contenu t'a apporté de la valeur, prends un instant pour cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide énormément la chaîne à continuer à proposer ce type de vidéos. Et si tu veux approfondir la psychologie de l'argent, comprendre pourquoi nous prenons certaines décisions financières et comment construire une relation plus saine avec l'argent, pense à t'abonner. À l'écran, affiche maintenant un visuel clair invitant à aimer la vidéo et à s'abonner à la chaîne. Laisse ce visuel quelques secondes, pendant que la musique reste calme et que la voix conclut doucement. Merci sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prends soin de toi, prends soin de tes décisions, et on se retrouve très bientôt pour la suite.